Lecture audio du conte Le bonnet de nuit du commis au poivre de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Il existe à Copenhague une rue qui porte le nom singulier de Husken. Pourquoi s'appelle-t-elle ainsi? Et qu'est-ce que cela signifie? C'est allemand, paraît-il. Mais l'allemand y est déformé. On devrait dire Hauschen, ce qui veut dire petite maison. Celles-ci, autrefois et pendant de longues années, n'ont guère été que des baraques de bois, presque telles que nous en voyons aujourd'hui dans les foires. Un peu plus grandes peut-être, et avec des fenêtres, mais les vitres étaient en corne ou en peau de vessie, car dans ce temps-là, ça coûtait trop cher d'avoir des vitres de verre dans toutes les maisons. Il est vrai qu'il s'agit de temps si reculés que l'arrière-grand-père de mon arrière-grand-père, lorsqu'il en parlait, disait aussi « Dans l'ancien temps ». Il y a de cela plusieurs siècles, les riches négociants de Brême et de Lübeck faisaient le commerce à Copenhague. Ils ne venaient pas ici eux-mêmes, ils envoyaient leurs commis qui habitaient les baraques de bois de la rue des Petites Maisons et vendaient de la bière et des épices. Elle était excellente, la bière allemande, et il y en avait de beaucoup de sortes, bière de Brême et de Priesing et Lems et d'Ems et de Brunswick aussi. Puis toutes les épices comme le safran, l'anis, le gingembre et surtout le poivre, car c'était le poivre qui était le plus important, et c'est pourquoi on appelait les commis allemands en Danemark commis au poivre. Ils devaient contracter chez eux l'engagement de ne pas se marier ici. Beaucoup d'entre eux y vieillirent. Ils devaient pourvoir à leurs besoins, faire leur ménage eux-mêmes, éteindre eux-mêmes leur feu, s'ils en avaient. Plusieurs devinrent de vieux garçons solitaires, avec des idées et des habitudes particulières. C'est à cause d'eux qu'on appelle aujourd'hui un homme non marié, parvenu à un âge assez mûr, un commis au poivre. Il faut savoir tout cela pour comprendre cette histoire. On se moque du vieux garçon. On dit qu'il met un bonnet de nuit et le tire sur ses yeux quand il va se coucher. Coupez, coupez du bois, ohé, les vieux garçons, ils se couchent sans bonnet de nuit, ils allument même leurs chandelles. Oui, voilà ce qu'on chante sur lui. On se moque du vieux garçon et de son bonnet de nuit, précisément parce que l'on connaît si peu l'un et l'autre. Oh, il ne faut pas se souhaiter ce bonnet de nuit. Et pourquoi cela? Écoutez un peu. La rue des Petites Maisons, au très ancien temps, n'était pas pavée. Les gens marchaient de trou en trou, comme dans un ravin défoncé, et la rue était étroite. Les baraques qui se faisaient vis-à-vis étaient si rapprochées que souvent, pendant l'été, on tendait une toile au-dessus de la rue d'une boutique à l'autre, et l'on sentait entre les deux l'odeur épicée du safran, du gingembre et du poivre. Derrière le comptoir, on ne voyait guère de jeunes commis, non, c'étaient surtout des gens âgés, et ils ne portaient pas du tout, comme nous nous l'imaginons, perruques ou bonnets de nuit, avec culottes courtes, gilets et habits boutonnés jusqu'en haut. Non, c'était l'arrière-grand-père de mon arrière-grand-père qui était habillé ainsi, et c'est ainsi que l'on a peint son portrait. Les commis au poivre n'avaient pas les moyens de se faire peindre. Et pourtant, ce serait intéressant aujourd'hui de posséder le portrait de l'un d'eux, tel qu'il se tenait derrière le comptoir, ou lorsque, les jours de fête, il se rendait à l'église. Le chapeau était à large bord et haut de forme, et souvent les plus jeunes commis y piquaient une plume. La chemise de laine était cachée par un col de toile rabattu, la veste étroitement boutonnée, la cape flottait par-dessus. Le pantalon descendait jusque dans les chaussures largement ouvertes, car il ne portait pas de bas. À la ceinture était le couteau de table et la cuillère. Il y avait même, en outre, un grand couteau pour se défendre, dont il était parfois besoin dans ce temps-là. C'est ainsi que s'habillait les jours de fête le vieil Anton, l'un des plus anciens commis au poivre des Petites Maisons, sauf qu'il n'avait pas le chapeau de forme, mais un capuchon, avec dessous un bonnet tricoté, vrai bonnet de nuit, auquel il s'était si bien habitué qu'il le portait toujours. Il en possédait deux pareils. Il était vraiment à peindre, maigre comme un bâton, tout ridé autour de la bouche et des yeux, de longs doigts osseux, des sourcils gris en broussailles. Au-dessus de son œil gauche, il avait une grosse touffe de poils. Ce n'était certes pas beau, mais cela le distinguait. On savait qu'il était de Brême, et pourtant il n'en était pas vraiment. C'est là que demeurait son patron. Lui-même était de la Thuringe,
de la ville d'Eisenach, tout près de Warburg. Le vieil Anton ne parlait pas beaucoup de cela, mais il y pensait d'autant plus. Les vieux commis de la rue ne se réunissaient pas souvent. Chacun restait dans sa baraque, fermé de bonne heure le soir, et alors il faisait noir. Seule une lueur terne apparaissait par la petite vitre de corne sur le toit. À l'intérieur, le vieil homme, le plus souvent assis sur son lit, tenait son chansonnier allemand et chantait son psaume du soir, ou bien circulait jusque tard dans la nuit et s'occupait comme il pouvait. Ce n'était pas du tout récréatif. Étranger dans une ville étrangère, c'est une situation ingrate. Personne ne s'occupe de vous, ou bien vous devenez importun. Souvent, lorsque la nuit dehors était tout à fait noire et qu'il pleuvait ou brunait, la rue était sinistre et déserte. On ne voyait pas de lanterne, sauf une seule, et très petite, pendue à l'une des extrémités de la rue, devant une image de la Sainte Vierge peinte sur le mur. On entendait gargouiller, clapoter contre la charpente, tout près, devant Slottsholm, qui faisait face à l'autre bout de la rue. De telles soirées étaient longues et solitaires, si l'on ne se trouvait pas à s'occuper. On n'a pas tous les jours à emballer ou déballer. Faire des cornets et fourbir des plateaux de balance n'est pas nécessaire tous les jours. Alors on prend quelques autres besognes. Et c'est ce que faisait le vieil Anton. Il cousait lui-même son linge, rapiéçait ses souliers. Lorsqu'enfin il se mettait au lit, il gardait, par habitude, son bonnet de nuit. Le tirait encore un peu plus bas, mais le relevait bientôt pour voir si la lumière était bien éteinte. La tâtait, pressait la mèche, puis se recouchait de l'autre côté, et tirait de nouveau le bonnet de nuit plus bas. Mais souvent cette idée lui venait soudain. Est-ce que la braise de la petite chaufferette, au rez-de-chaussée, est entièrement consumée, dûment étouffée? Une petite étincelle pourrait être restée, qui rallumerait le feu et ferait du dégât. Et il se levait, descendait l'échelle. On ne pouvait pas appeler cela un escalier. Et lorsqu'il arrivait à la chaufferette, il ne voyait pas la moindre étincelle et pouvait s'en retourner. Mais parfois, il ne montait qu'à mi-chemin. Il n'était pas sûr que le barreau de fer fût mis à la porte, que le crampon fût bien mis au volet. Il devait donc redescendre sur ses maigres jambes. Il avait froid, ses dents claquaient lorsqu'il se glissait dans son lit, car le froid devient surtout vraiment rude quand on sait qu'on va en être quitte. Il tirait la couverture plus haut sur lui, le bonnet de nuit plus bas sur ses yeux, et détournait sa pensée du commerce et des fatigues de la journée. Mais ce n'était pas pour son agrément, car les vieux souvenirs venaient alors, et ouvraient leurs rideaux, qui ont quelquefois des épingles où on se pique. Aïe, dit-on, et si elles piquent en pleine chair et font saigner, on peut bien avoir des larmes dans les yeux. Le vieil Anton en eut souvent, chaudes larmes, perles très limpides qui tombaient sur la couverture ou sur le parquet, où elles faisaient comme le bruit d'une corde douloureuse qui se brise, tant son cœur était plein. Elles s'évaporaient, elles s'enflammaient, mais alors elles illuminaient une scène vécue, jamais disparue de son cœur. S'il essuyait les yeux avec son bonnet de nuit, la larme était écrasée. L'image effacée, mais la source demeurait, elle était dans son cœur. Les images ne venaient pas dans l'ordre suivi par la réalité. Le plus souvent venaient les plus tristes, les plus agréablement mélancoliques apparaissaient aussi, et c'étaient précisément celles qui projetaient les plus fortes ombres. Charmante est la forêt de hêtres au Danemark, dit-on, mais plus charmante se dressait pour Anton la forêt de hêtres des environs de Wartburg. Plus imposante et vénérable lui paraissaient les vieux chênes entourant le vieux château féodal où les plantes grimpantes s'accrochent aux rochers. Plus doux qu'au pays danois était le parfum des fleurs de pommier. Il en sentait encore la vive perception. Une larme perla, tomba et brilla. Il y vit nettement deux petits enfants, un garçon et une fille qui jouaient. Le garçon avait des joues roses, des cheveux blonds bouclés, de bons yeux bleus. C'était le fils du riche mercier, le petit Anton lui-même. La petite fille avait des yeux bruns et des cheveux noirs. Elle avait l'air hardi et intelligent. C'était la fille du bourgmestre, Molly. Ils jouaient tous deux avec une pomme, la secouaient et écoutaient le bruit que faisaient dedans les pépins. Ils coupèrent la pomme et en eurent chacun la moitié. Ils partagèrent entre eux les pépins et les mangèrent, sauf un, qui serait mis en terre. C'était une idée de la petite fille.
Et tu verras ce qui en sortira. Il en sortira ce que tu n'imagines pas. Il va devenir tout un pommier, mais pas tout de suite. Ils plantèrent le pépin dans un pot. Tous deux s'empressaient à cette opération. Le garçon fit un trou dans la terre avec son doigt. La petite fille déposa le pépin et tous deux le recouvrirent de terre. Il ne faut pas que tu le sortes demain pour voir s'il lui est venu des racines, dit-elle. Il ne faut pas. C'est ce que j'ai fait avec mes fleurs 2 fois seulement. Je voulais voir si elles poussaient. Je ne savais pas encore, et les fleurs sont mortes. Le pot resta chez Anton, et chaque matin, pendant tout l'hiver, il le regarda, mais il ne voyait rien que la terre noire. Puis vint le printemps, le soleil brilla et devint plus ardent, et 2 petites feuilles vertes parurent dans le pot. C'est Molly et moi, dit Anton. C'est gentil, c'est superbe. Bientôt se montra une 3e feuille. Que désigne-t-elle? Et il en vint encore une et encore une. Chaque jour et chaque semaine cela poussait. La plante devenait un arbre, et tout cela se reflétait maintenant dans une seule larme, bientôt essuyée et disparue. Mais elle pouvait renaître de sa source, le cœur du vieil Anton. Près d'Eisenach s'étend une série de collines rocheuses. L'une d'elles est arrondie et n'a ni arbre, ni buisson, ni herbe. On l'appelle la montagne de Vénus. C'est là-bas qu'habite Madame Vénus, une femme idole du temps païen. On l'appelait Madame Hall. Tous les enfants d'Eisenach savaient cela et le savent encore. Elle avait attiré près d'elle le noble chevalier Tannhauser, le Meinsinger du groupe des chanteurs de Warburg. La petite Molly et Anton étaient souvent sur la colline, et elle dit un jour: Oserais-tu frapper et dire Madame Hall, c'est Tannhauser? Mais Anton n'osait pas. Molly osa. Toutefois, elle ne dit nettement et à haute voix que les mots Madame Hall. Elle prononça le reste en le jetant au vent, si indistinctement qu'Anton était sûr qu'elle n'avait en réalité rien dit. Elle avait l'air hardie, aussi hardie que lorsque parfois, avec d'autres petites filles, elle se trouvait avec lui dans le jardin, et que toutes voulaient embrasser Anton, précisément parce qu'il ne le voulait pas, elle seule osait le faire. J'ose l'embrasser, disait-elle fièrement, et elle lui sautait au cou. C'était sa vanité, et Anton se résignait et n'en prenait pas plus long. Comme elle était gentille, comme elle était intrépide. Il paraît que Madame Hall, dans la montagne, était charmante aussi, mais on disait que son charme était la beauté séduisante du mâle. Le charme le plus parfait, au contraire, était celui de sainte Élisabeth, la sainte protectrice du pays, la pieuse princesse thuringienne, dont les bonnes actions, par la légende et la fable, illustraient tant d'endroits de la région. Son image, entourée de lampes d'argent, était dans la chapelle, mais elle ne ressemblait pas du tout à Molly. Le pommier que les 2 enfants avaient planté grandit d'année en année. Il devint si grand qu'il fallut le planter dans le jardin à l'air libre, où la rosée tombait, où brillait le chaud soleil, et il eut la force de résister à l'hiver. Et après le dur tourment de l'hiver, ce fut comme la joie du printemps qui le fit fleurir. À l'automne, il eut 2 pommes, une pour Molly, une pour Anton. Il ne pouvait guère en avoir moins. L'arbre s'était dépêché. Molly grandissait comme l'arbre. Elle était fraîche comme une fleur de pommier. Mais Anton ne devait pas voir longtemps cette fleur-là. Tout change et se modifie. Le père de Molly quitta la vieille maison et Molly partit avec lui bien loin. De nos jours, avec la vapeur, ce n'est qu'un voyage de quelques heures, mais dans ce temps-là, il fallait plus d'une nuit et un jour pour aller vers l'ouest si loin d'Eisenach, tout à l'extrémité de la Thuringe, dans la ville qui s'appelle encore Weimar. Et Molly pleura et Anton pleura. Toutes ces larmes coulèrent en une larme unique, et celle-ci avant le rose lumineux de la joie. Molly avait dit à Anton qu'elle l'aimait plus que toute la splendeur de Weimar. Une année passa, 2, 3 années, et pendant tout ce temps arrivèrent 2 lettres, l'une apportée par le roulier, l'autre par un voyageur. Le chemin était long, difficile et sinueux, passant par bien des endroits et des villes. Combien de fois Anton et Molly avaient entendu ensemble l'histoire de Tristan et d'Iseux. Et toujours Anton y voyait lui-même et Molly, bien que le nom de Tristan signifiât, paraît-il, qu'il était prédestiné au malheur, et cela ne s'appliquait pas à Anton, qui n'aurait jamais pu concevoir non plus cette idée.
Elle m'a oublié. Iseux n'oublia d'ailleurs pas l'ami de son cœur, et lorsqu'ils furent tous deux morts et enterrés chacun d'un côté de l'église, les tilleuls des deux tombes poussèrent par-dessus le toit de l'église et s'y joignirent en fleurs. Anton trouvait que c'était très joli, quoique bien triste. Mais rien ne pouvait devenir triste entre lui et Molly, et il sifflotait une chanson du Mindsinger Walter von der Vogelweide. Sous le tilleul près de la lande, et surtout ceci sonnait si bien. À l'orée du bois, dans la calme vallée, tonne de radelle, un rossignol y accordait son chant. Cette chanson lui venait toujours aux lèvres. Il la chantait et la sifflait dans la nuit au clair de lune, lorsqu'il partit à cheval dans le profond ravin, pour Weimar rendre visite à Molly. Il voulait y arriver sans prévenir, et il arriva impromptu. On lui souhaita la bienvenue, coupe remplie de vin, société gaie, société distinguée, bonne chambre et bon lit, et pourtant ce ne fut pas du tout comme il l'avait pensé et rêvé. Il ne se comprenait pas lui-même, il ne comprenait pas les autres. Mais nous connaissons cela. On peut être à la maison, en famille, et pourtant on n'en fait pas partie. On cause comme dans une voiture de poste, on se connaît comme dans une voiture de poste, on se gêne mutuellement, on voudrait être ailleurs, ou que le bon voisin fût ailleurs. Ce fut un sentiment de ce genre qu'Anton éprouva. Je suis une fille sincère, lui dit Molly. Je veux te le dire moi-même. Il y a eu beaucoup de changements depuis que nous étions ensemble en notre enfance. Au-dedans comme en dehors, tout est devenu différent. L'habitude ni la volonté n'ont de pouvoir sur notre cœur. Anton, je ne veux pas me brouiller avec toi, maintenant que je vais bientôt m'en aller loin d'ici. Crois-moi, j'ai de l'affection pour toi, mais t'aimer, comme je sais maintenant qu'on peut aimer une autre personne, je ne l'ai jamais fait. Il faut te résigner à cela. Adieu, Anton. Et Anton dit adieu aussi. Aucune larme ne lui vint aux yeux, mais il sentit qu'il n'était plus l'ami de Molly. La barre de fer rouge et la barre de fer glacé donnent à nos lèvres la même sensation de brûlure lorsque nous les embrassons, et il y eut dans son baiser autant d'amour que de haine. Anton ne mit pas plus d'un jour à rentrer à Isenard, mais le cheval qu'il montait fut fourbu. Qu'importe, dit-il, je suis anéanti, et j'anéantirai tout ce qui peut me la rappeler. Madame Hall, Madame Vénus, femme païenne, je briserai le pommier, l'arracherai avec ses racines. Jamais plus il ne fleurira ni donnera de fruits. Mais l'arbre n'eut aucun mal, et c'est Anton qui se mit au lit avec la fièvre. Qu'est-ce qui pouvait le rétablir? Un remède arriva, qui le pouvait, le plus amer de tous, celui qui secoue le corps malade et l'âme navrée. Le père d'Anton n'était plus un riche négociant. Les jours pénibles, les jours d'épreuve étaient là, la catastrophe se précipitait. Comme de grandes vagues, elle envahit la maison autrefois prospère. Le père devint un homme pauvre. Le chagrin et le malheur le paralysèrent. Anton fut alors absorbé par d'autres pensées que son chagrin d'amour et sa colère contre Molly. Il devait désormais être père et mère dans la maison. Il devait décider, aider, s'occuper de tout, partir lui-même dans le vaste monde et gagner sa vie. Ce fut à Brême qu'il vint. Il y souffrit la misère et connut des jours difficiles, qui durcissent le caractère ou l'amollissent un peu trop. Combien le monde et les gens étaient différents de ce qu'il avait imaginé au temps de son enfance. Qu'étaient pour lui les chansons des Mindsinger? Paroles creuses, pur verbiage. Oui, ainsi pensait-il parfois. Mais à d'autres moments, les chansons résonnaient dans son âme et son humeur s'adoucissait. La volonté de Dieu est la meilleure, disait-il alors. Il est bon que notre Seigneur n'ait pas fait s'attacher à moi le cœur de Molly. À quoi cela aurait-il conduit maintenant que la chance a tourné? Elle m'a lâché avant de savoir ou de penser au changement qui allait se produire après notre temps de prospérité. C'est une grâce que m'a faite le Seigneur. Tout a été pour le mieux. Tout ce qui arrive est sage. Elle n'y pouvait rien. Dire que je l'ai amèrement détestée. Et les années passèrent. Le père d'Anton était mort. Des étrangers habitaient la maison paternelle. Anton voulait tout de même la revoir. Son riche patron l'envoya en tournée et il passa par Eisenach, sa ville natale.
La vieille Warburg se dressait toujours la même sur la hauteur, avec le moine et la nonne dans le roc. Les chênes imposants gardaient au paysage le même caractère qu'au temps de son enfance. Le mont de Vénus brillait dans la vallée, toujours nu et grisâtre. Anton aurait dit volontiers: Madame Hall, ouvrez, je resterai du moins sur le sol natal. C'était une pensée coupable, et il se signa. Du buisson, un petit oiseau se mit à chanter, et la vieille chanson lui vint à l'esprit. À l'orée du bois, dans la calme vallée, Tateradel, Tanteradel, un rossignol y accordait son chant. Une foule de souvenirs l'assaillirent dans la ville de son enfance, qu'il revit à travers ses larmes. La maison paternelle était telle qu'autrefois, mais le jardin était transformé. Un chemin rural traversait un angle de l'ancien terrain, et le pommier, qu'Anton n'avait pas abattu, était là, mais en dehors du jardin, de l'autre côté du chemin. Le soleil l'éclairait quand même comme autrefois. Il recevait la rosée comme autrefois. Il portait abondance de fruits qui inclinaient les branches vers la terre. Il prospère, dit Anton. Il le peut. Une de ces grandes branches, toutefois, avait été cassée par des mains espiègles, car l'arbre était au bord du chemin. On coupe ses fleurs sans dire merci, on vole ses fruits et on brise ses branches. On pourrait dire, si l'on peut parler d'un arbre comme d'un homme, il faut que les champs aient manqué au berceau de l'arbre pour qu'il soit ainsi. Son histoire a joliment commencé, mais qu'est-il devenu? Abandonné, oublié, arbre de jardin dans un fossé, un champ, au bord du chemin? Il est là, sans abri, tiraillé et brisé. Il ne périt pas pour cela, mais d'année en année, les fleurs sont moins nombreuses, les fruits ne se forment plus, et finalement, oui, c'est la fin. Voilà ce que pensait Anton lorsqu'il était là, sous l'arbre, et ce qu'il pensa bien souvent la nuit dans la petite chambre solitaire de la baraque en bois sur la terre étrangère à Copenhague, rue des Petites Maisons, où son riche patron, le négociant de Brême, l'avait envoyé sous condition de ne pas se marier. Se marier? Oh! Et il riait d'un rire profond et singulier. L'hiver était venu de bonne heure, il gelait très fort. Dehors, une tempête de neige soufflait, et quiconque le pouvait restait enfermé. C'est aussi pourquoi, sans doute, les vis-à-vis d'Anton ne remarquèrent pas que sa boutique demeura close pendant 2 jours pleins, et que lui-même ne se montra pas. Qui sortirait par ce temps-là, s'il peut s'en dispenser? Ce furent des jours gris et sombres, et dans la boutique, où les vitres n'étaient pas de verre, ce ne fut que crépuscule et nuit noire. Le vieil Anton, pendant ces 2 jours, n'avait pas quitté son lit. Il n'en avait pas la force. Il y avait longtemps qu'il ressentait dans ses membres le mauvais temps du dehors. Le vieux commis au poivre était couché, abandonné, impotent, pouvant à peine atteindre la cruche d'eau qu'il avait placée près du lit. Et d'ailleurs, la dernière goutte en était bue. Il n'avait pas de fièvre, il n'était pas malade. C'était la vieillesse qui le paralysait. La nuit l'entourait presque constamment dans le grenier où il gisait. Une petite araignée qu'il ne pouvait voir tissait avec zèle sa toile au-dessus de lui, comme pour tendre un peu de crêpe de deuil tout frais, au cas où le vieux fermerait les yeux. Le temps était long et vide. Anton sommeillait à demi. Il ne pleurait pas, ne souffrait pas non plus. Il ne pensait pas du tout à Molly. Il avait le sentiment que le monde et son tumulte n'existaient plus pour lui, qu'il était en dehors. Personne ne pensait à lui. Un instant, il crut éprouver la faim, la soif aussi. Oui, il éprouva cela, mais personne ne vint le rafraîchir, personne ne viendrait. Il songea aux gens qui meurent de faim, se rappela comment sainte Élisabeth, lorsqu'elle vivait sur la terre, elle, la sainte de son pays et de son enfance, la noble duchesse de Thuringe, haute dame, entrait elle-même dans la plus pauvre masure, et apportait aux malades espoir et réconfort. Ses actions pieuses illuminaient l'esprit d'Anton. Il se rappelait comment elle disait des paroles de consolation à ceux qui étaient affligés, baignait les plaies de ceux qui souffraient, et apportait de quoi manger à ceux qui avaient faim, bien que cela irritât son dur mari. Et il se rappelait la légende. Elle allait avec un panier tout plein de vin et de vivres, et son mari, qui surveillait ses pas, vint à elle et lui demanda avec colère ce qu'elle portait là. Effrayée, elle répondit que c'étaient des roses qu'elle avait cueillies.
Il arracha le linge qui couvrait le panier, et le miracle s'était produit en faveur de la pieuse femme. Le vin et le pain, tout le contenu du panier, étaient transformés en rose. Telle, elle vivait dans la pensée du vieil Anton. Telle, la sainte parut à sa vue affaiblie devant son lit, dans la pauvre baraque du pays danois. Il ôta son bonnet de nuit, fixa ses yeux doux, et tout ne fut que lumière et roses épanouies et parfumées. Il perçut une délicieuse odeur de pomme et vit que c'était un pommier en fleurs qui s'étendait au-dessus de lui. C'était l'arbre que Molly et lui avaient planté sous forme de pépin. L'arbre éparpilla ses fleurs odorantes sur son front brûlant et le rafraîchit. Elles tombèrent sur ses lèvres altérées, et ce fut comme du vin et du pain fortifiant. Elles tombèrent sur sa poitrine, et il se sentit allégé, tout disposé au sommeil. Maintenant je vais dormir, murmura-t-il avec calme. Le sommeil fait du bien. Demain je serai en bon état, et je me lèverai. C'est parfait, parfait. Le pommier planté par amour, je le vois dans sa splendeur. Et il s'endormit. Le lendemain, c'était le 3e jour que la baraque n'avait pas été ouverte. La neige ne voltigeait plus. Le vis-à-vis alla trouver le vieil Anton qui ne se montrait pas. Il était couché, mort, son vieux bonnet de nuit serré dans ses mains. On ne le mit pas dans son cercueil, il en avait un autre, propre et blanc. Où étaient alors les larmes qu'il avait pleurées? Où étaient ses perles? Elles restaient dans le bonnet de nuit. Les vraies ne s'en vont pas au blanchissage. Avec le bonnet, elles demeurèrent et furent oubliées. Les vieilles idées, les vieux rêves, oui, tout cela était encore dans le bonnet de nuit du commis au poivre. Ne souhaitez pas la voir. Il vous brûlera le front. Il fera battre votre pouls plus fort. Il vous donnera des rêves qui sembleront réalité. C'est ce qu'éprouva le premier qui mit le bonnet. Et c'était pourtant 50 ans plus tard. Et c'était le bourgmestre lui-même, qui était avec sa femme et ses 11 enfants, confortablement chez lui. Tout de suite, il rêva d'amour malheureux, de faillite et de misère. Ouh, comme ce bonnet de nuit tient chaud, dit-il, et il l'ôta vivement. Une perle en tomba et une autre. Elles sonnèrent et brillèrent. C'est la goutte, dit le bourgmestre. J'en vois 36 chandelles. C'étaient les larmes pleurées 50 ans auparavant, pleurées par le vieil Anton d'Eisenach. Quiconque par la suite mit le bonnet eut des visions et des rêves. Son histoire devint celle d'Anton. Ce fut tout un conte. Il y en eut beaucoup. D'autres pourront les raconter. Nous avons ici raconté le premier. Et notre dernier mot à son sujet, c'est « Ne souhaitez jamais avoir le bonnet de nuit du commis au poivre ». Fin de la lecture du conte Le bonnet de nuit du commis au poivre. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.